Bienvenue dans votre espace d'échange, la voix de l'environnement face à Raoul. Ce jour, face à Raoul, reçoit M. Gervais Itswa Mazou. Il est le coordonnateur du Hub régional pour la transparence de l'action climatique pour les États de l'Afrique centrale. M. Gervais, bonjour. Bonjour, Jean. Alors, c'est quoi le Hub pour la transparence de l'action climatique? Le hub, en termes faciles, on pourrait appeler centre. Et il y a bien une différence entre un centre et un hub. Un hub, on peut encore dire que c'est un pôle sur la transparence de l'action climatique pour les États de l'Afrique centrale. Entendu par pôle, ça veut dire que c'est là où c'est un centre d'excellence où tout est mis en œuvre pour que les États de l'Afrique centrale soient performants en matière de transparence de l'action climatique. Donc, il y a l'expertise et il y a le volet échange d'expériences sud-sud entre les États. Transparence climatique, il s'agit de quoi exactement? La transparence de l'action climatique, c'est un vocabulaire qui est né dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et surtout, ça a pris de l'ampleur avec la mise en œuvre de l'accord de Paris. Lorsque l'accord de Paris a été adopté à Paris en 2015, à la suite de l'état de méfiance qui existait entre les parties à la Convention, eh bien, l'accord de Paris prévoit un dispositif pour la transparence de ce que nous faisons. Et cette fois-ci, on a accordé le qualificatif un cadre de transparence renforcé parce que la Convention climat a d'abord un cadre de transparence, mais puisqu'il y a la méfiance, il n'y a pas la confiance entre les parties, il faut renforcer ce cadre de transparence. Donc ce cadre de transparence concerne, il est situé à deux niveaux. Il y a le cadre de transparence de l'action. Qu'est-ce que les pays sont en train de faire? Dans le contexte de nos pays en développement, c'est de dire quels sont les efforts, tout ce qui s'est fait au niveau de nos pays en matière de l'action climatique. Comment nous pouvons faire rapport sur tout ce que nous mettons en œuvre en matière de changement climatique. Ça, c'est la transparence de l'action. Aux côtés de la transparence de l'action, il y a la transparence du soutien ou de l'appui. Vous savez que pendant longtemps, nous nous sommes plaints que nous faisons des choses en matière de changement climatique. Seulement, les pays développés qui sont appelés à montrer la voie et fournir la ressource pour permettre aux pays en développement de remplir leurs obligations en matière de changement climatique n'ont toujours pas été au rendez-vous. Et dans le cadre de l'accord de Paris, il est donc prévu désormais la transparence dans l'appui. Quelles sont les ressources qui ont été mobilisées et quelles sont les ressources que les pays ont reçues. Donc, nous, pays en développement, chacun de pays devons faire rapport, premièrement, sur nos besoins et sur ce que nous avons reçu. Et clairement, il va apparaître ce que vous aviez eu réellement besoin et ce que vous avez reçu. Et de même, pour les pays en développement, les pays développés partis doivent également dire ce qu'ils apportent en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est dire que le Hub a pour vocation de collecter des informations au niveau des différents États. Est-ce qu'il est perçu comme un centre d'information? Le hub n'est pas perçu, ne collecte pas l'information auprès des États. Le hub renforce les capacités des États pour pouvoir être au rendez-vous, pour pouvoir apporter ces informations. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que sous la Convention climat, nous avions des cadres de transparence qui existaient, qui sont traduits notamment par des différents rapports que les pays sont appelés à soumettre à la Convention. On se souvient qu'il y a des communications nationales, il y a des rapports biennaux de mise à jour, il y a des CDN que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que
Ces rapports sont par exemple attendus tous les 4 ans ou tous les 2 ans. Cependant, en Afrique centrale, les pays passent une moyenne de 9 ans pour produire un rapport attendu en 4 ans. Si tu dois faire 10 ans, 9 ans pour produire un rapport que tu es censé produire tous les 4 ans, c'est dit qu'il y a problème. C'est dit qu'il y a un problème de capacité. Donc, à ce moment, le hub intervient pour apporter des outils au pays pour fluidifier. Ça, c'est un aspect. Ça, c'était dans le cas des communications nationales. Avec la mise en œuvre de l'accord de Paris, ces rapports sont attendus tous les 2 années systématiquement, tous les 2 ans, y compris le rapportage de la mise en œuvre de nos CDR. Nous devons rendre compte, faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre de nos CDR. Nous devons le faire tous les 2 ans. Et effectivement, donc, la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'étant rendu compte que déjà dans le cadre existant, il y avait des faiblesses, on n'arrivait pas à produire, nous avions des difficultés à produire des rapports, mais maintenant, avec le cadre renforcé qui demande de le faire tous les 2 ans, est-ce que nous pourrons? C'est pour cela que les dispositions ont été prises pour justement accompagner les États à se doter des capacités, d'expertise pour pouvoir mener un tel travail. Voilà un peu, et c'est vrai que le hub bénéficiant d'un fort soutien politique et l'engagement de l'ensemble des États pourrait à terme rentrer dans le jeu, par exemple produire l'état de la finance climat en Afrique centrale. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aura pour vocation également à accompagner les États dans la structuration de leurs projets. Affirmatif, oui, puisqu'il y a un volet financier. Mais vous venez au niveau de la coordination de faire le tour des pays d'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qui a motivé justement, c'était quoi l'objectif de ces tournées? Effectivement, aussitôt après le lancement des activités du hub, le hub s'était employé à faire une analyse des besoins pour tenter d'apprécier les facteurs qui limitent le développement des cadres de transparence au niveau sous-régional et dans les pays de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas capables de produire nos rapports à temps, dans les délais et sous la forme requise par la Convention? Nous nous sommes posé cette question. Nous avons fait donc une analyse des lacunes. Et le premier atelier que nous avons organisé au niveau sous-régional était justement de commencer par rendre compte de cet état des lieux, des lacunes qui existent dans la région, qui devrait justement aider à construire un plan d'action pour le hub, d'abord à court terme et un plan d'action à moyen terme. Et à l'issue de cet atelier de formation, il y a eu le premier comité de pilotage du hub. C'était en décembre 2002 à Douala. Et à l'occasion de ce comité de pilotage, l'ensemble des membres du comité de pilotage et les États, unanimement, ont recommandé, ont demandé à la coordination du hub de ne pas se limiter à faire ce travail au niveau sous-régional d'une manière globale. Il fallait descendre dans chaque État pour faire ce travail d'analyse des gaps, échanger avec les parties prenantes pour aussi élaborer des plans d'action d'amélioration de la transparence au niveau de chaque pays. Donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est une recommandation de ce comité de pilotage qui, naturellement, a bouleversé la programmation des activités du hub pour prioriser ces analyses des besoins au niveau des États et l'élaboration des plans d'action. La CEAC compte 11 États. À l'heure où nous sommes en face de vous, nous venons d'en parcourir 7. Et sur les 7, nous pouvons garantir qu'effectivement les objectifs ont été atteints parce que les parties prenantes ont touché du doigt eux-mêmes les facteurs, les faits qui limitent le développement des cas de transparence au niveau du pays. Et un plan d'action a été élaboré au niveau de tous ces pays que nous avons déjà réalisé les activités. Et donc, il nous reste
4 pays pour totaliser les 11. À la fin de ce mois de juillet, nous serons à Luanda, en Angola. Et après, il nous restera 3 autres pays, la RCA, le Gabon et la République du Congo. Et quelle sera la prochaine phase après cette phase de prise je considère ça comme une phase de prise de contact et la responsabilité justement de ces pays en termes de structuration pour pouvoir répondre aux efforts que vous apportez en termes de contribution dans l'élaboration de ces rapports. Euh, bon, déjà au niveau sous-régional, lorsque nous avons eu l'atelier de décembre, et quand on prend en ligne de compte les 7 pays que nous avons déjà parcourus, il y a des points communs où tout le monde s'identifie autour d'une même difficulté. Donc là où il y a ces points communs, ça fait l'objet de ce que nous appelons des ateliers régionaux de renforcement des capacités. Donc déjà, d'ici la fin du mois d'octobre, nous prévoyons un atelier régional, un atelier technique régional de renforcement des capacités des experts des pays membres sur 2 thématiques principales. Le suivi, évaluation, le rapportage de la CEDEN. Vous savez que l'année prochaine, nos pays devront soumettre euh, les premiers rapports biennaux de transparence renforcés. Il faut les soumettre l'année prochaine. Et il est ressorti qu'effectivement, à 80%, les pays ne sont pas encore prêts. Donc, il faut un atelier national pour leur montrer comment s'y prendre. Et il y a cette problématique d'établissement de la projection des émissions de gaz à effet de serre, parce que parmi les objectifs de Paris, des accords de Paris, les pays doivent établir ce qu'on appelle les stratégies long terme pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là aussi, le constat est commun pour l'ensemble des pays qu'il y a encore des lacunes à ce niveau. Donc, en dehors de ces ateliers nationaux, il y a des activités de niveau sous-régional. Là, par exemple, il y a une activité qui est identifiée, qui devrait être exécutée avant la fin de l'année, pendant que nous allons poursuivre le travail dans les 3 autres pays. Comment est-ce que les pays répondent justement à ces besoins quand on sait aujourd'hui que ce soit même au niveau des négociations et des plaidoyers en ce qui concerne le climat, le facteur central le plus euh, sollicité ou souhaité, c'est les besoins de financement? Les besoins de financement, c'est un problème. Nous avions échangé avec quelques pays et nous avons fait remarquer que nous avons élaboré nos CDN au niveau du pays. Les CDN, il y a parfois une liste de projets qui tient, pour lesquels on a besoin, des ressources pour mettre en œuvre ces projets et donc contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions que les pays sont fixés dans leur CDN. Une question est simple. Quelle stratégie les pays ont mis en place pour mobiliser cet argent qui va leur permettre d'exécuter les activités qu'ils ont identifiées dans leur CDN? Et lorsqu'on parle de mobilisation du financement, donc il est clair qu'il faut commencer par une stratégie. Est-ce que les pays ont des stratégies de mobilisation du financement pour accéder aux ressources? Première question. La deuxième question est de savoir, est-ce que les pays ont l'infrastructure nécessaire, les cadres pour pouvoir recevoir ces financements et les consommer? Je voulais vous rappeler que dans toute la documentation, on peut lire que la sous-région Afrique centrale est la sous-région la moins nantie en termes de financement. Pourquoi cette sous-région est moins nantie en termes de financement? Un des éléments, vous allez voir qu'il manque des structures. Il manque des structures ayant des capacités fiduciaires et techniques pour élaborer des projets et les soumettre à de divers mécanismes de financement existants. Ce que nous savons couramment ici, on a le Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert n'attend que les projets des pays. Mais pour accéder aux ressources du Fonds vert, vous devez avoir une entité accréditée au Fonds vert qui peut vous accompagner pour accéder aux ressources.
Tu peux avoir une entité qui est accréditée, mais cette entité aussi doit avoir la ressource humaine capable d'élaborer et répondre aux exigences du Fonds vert. Nous avons le Global Environment Facility, le Fonds mondial pour l'environnement, le GEF. Vous savez qu'il y a des cycles d'évaluation, des cycles de reconstitution du GEF, mais là aussi, même quand les ressources sont là, il faut des institutions spécialisées pour vous accompagner, qui sont accréditées l'agence d'exécution du FEM. Et on sait que nous, ici, nous travaillons essentiellement avec les organisations du système des Nations Unies, la PNUD, la FAO, le PNUE, etc. Nous n'avons pas nos propres institutions. Donc, la sous-région doit se construire cette infrastructure pour pouvoir avoir des capacités qui les accompagneraient pour accéder au financement. On va beau faire les discours, on va aller à toutes les conférences, vous allez faire le lobby, vous allez claquer des portes à des machins, mais tant que cette infrastructure n'est pas en place, mon cher ami, on perdrait du temps. Oui, mais si l'atteinte des objectifs des CDN repose également sur l'implémentation des projets et qu'il y ait des lacunes dans justement le renforcement de capacité des États à pouvoir mieux élaborer le projet, le centre ne devrait-il pas commencer par là? Effectivement, il y a tout un... la question que vous abordez montre la face cachée de l'iceberg. Ça montre la profondeur des problèmes, justement, qu'il faut régler pour prétendre atteindre les résultats auxquels nous sommes. Mais aussi, maintenant que nous nous accusons des retards, il faut commencer par prendre des résolutions et construire. Par exemple, en matière de transparence, ce que le hub a commencé à faire, nous avons identifié les lacunes, les pays sont conscients que les problèmes qui ont été identifiés sont réels, il y a eu le feedback positif de l'ensemble des participants, les pays ont élaboré des plans d'action, les pays sont résolus à mettre en place des petits comités task force pour suivre le travail qui a été fait et poursuivre, c'est déjà un pan de travail important à faire. Aux côtés de ça, il faudrait ouvrir donc le chapitre financement et le problème de financement étant identifié, ça veut dire qu'il y a de la matière pour pouvoir accompagner les pays. Alors, c'est dire, monsieur le coordonnateur, que le hub également pourrait être cet outil au niveau sous-régional qui accompagnerait les États futurs dans les négociations? Négociation, ça dépendrait de... bon, la bonne information à partager sur votre plateau, c'est que la récente conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté a demandé de faire évoluer le hub qui devra passer de projet en programme. C'est déjà un point positif. Et à ce moment, en le passant en programme, ça fait donc des programmes plus long terme, une structuration plus avérée pour pouvoir accomplir les nouvelles missions qui lui seront assignées. Mais il est clair que négociation des financements fait partie de recherche des financements, fait partie du mandat du hub dans ses objectifs actuels. Ça rentre bien, donc un volet négociation pour dire qu'il y a l'affirmatif, le hub va œuvrer pour accompagner les sous-régions sur cette voie. Bien entendu qu'il y a bien d'autres choses à faire au-delà. L'une des problématiques également soulevées reste justement l'inscription des agences fiables auprès de ces mécanismes de l'effet de fonds d'accréditation. Alors, au niveau de la CAC, comment est-ce que cette approche et cette question est perçue? Bon, je pense personnellement que, premièrement, la CAC a déjà créé un fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, qui est prévu être hébergé à Kinshasa. Ce fonds doit être opérationnalisé. Si ce fonds est opérationnalisé avec tout le dispositif, ça peut être un instrument pour accéder aux ressources. Il peut bien se faire accréditer. Ça, c'est un. De deux, au niveau de la CAC, en élaborant une stratégie de mobilisation des ressources, cette question de gap en matière d'institutions accréditées va apparaître et il faudrait un plan d'action. Mais en tant que technicien connaissant un peu quelque chose dans ce domaine, ce que la sous-région doit faire,
c'est de commencer à faire une identification des différentes institutions qui existent au niveau de nos pays sur lesquelles nous pouvons agir pour améliorer leurs pratiques afin qu'ils soient éligibles aux différents mécanismes. C'est aussi un axe de travail important. Tous nos pays ont créé des fonds. Nous avons des fonds d'environnement, nous avons des fonds forestiers, nous avons des fonds, etc. Les fonds existent. Pourquoi nous ne travaillons pas avec ces fonds pour leur doter des statuts, pour leur doter des capacités et des instruments, des manuels de procédures, sauvegarde environnementale et sociale, des politiques genre, tout ce qu'on peut faire pour que, enfin, nous puissions faire accréditer. Il s'agit d'un programme. Moi, je me souviens, lorsqu'on partait à Paris à l'époque pour la négociation de l'accord de Paris, nous avions eu une réunion d'adoption d'une position commune sous la CEAC, toujours à Libreville. Mais à l'époque, nous avons pointé du doigt le rôle de la BDAC, qui est notre banque de développement. Les problèmes ont été soulevés en 2015. Si on compte aujourd'hui, on va être à 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut s'appuyer. Nous avons nos banques ici. Pourquoi EcoBank qui est accrédité au Fonds vert? Est-ce que nous, ici, en Afrique centrale, nous n'avons pas les Afriland, les Micodec, toutes les banques que nous connaissons au niveau national, peuvent pas créer un département de la finance verte qui va prendre la résolution d'aller s'accréditer au Fonds vert? Je sais qu'il y a eu la Caisse des dépôts du Gabon qui était sur la démarche, mais il faut qu'on en arrive là. Il faut bien qu'on travaille. Donc, ça fait l'objet d'un axe de travail important parce que tant que cette question n'est pas réglée, nous ne nous en sortirons jamais. On continuera à accompagner les autres conférences. Nos chefs d'État continueront à dire qu'ils veulent de la finance verte, mais ça ne viendra pas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il faut construire l'infrastructure au niveau de nos pays, au niveau de la sous-région. Et pour sortir, quelle est la feuille de route justement du centre? Oui, au niveau du centre, comme on dit dans nos villages, que lorsque tu as beaucoup de fourmis magnons qui montent sur ton corps, on n'envoie pas tous en une fois, on commence à enlever un à un. Le hub aujourd'hui s'est assigné de commencer à identifier les lacunes qui existent au niveau des pays et accompagner les pays pour élaborer leur plan d'action. La suite, là, c'est qu'il faut que ces plans d'action soient finalisés et appropriés au niveau national. Et après, il faut mettre en œuvre ces plans d'action et le hub, le centre, est disponible avec l'ensemble de ses partenaires pour accompagner les États à mettre en œuvre les plans d'action qui ont été élaborés. Pour enfin commencer à doter, parce que c'est quoi? C'est les aspects de gouvernance. C'est quoi? C'est les aspects de flux de données. C'est quoi? C'est les aspects d'expertise. Parce que si vous n'avez pas d'experts qui peuvent faire des inventaires des gaz à effet de serre au niveau de votre pays, si vous n'avez pas des experts formés pour mener des actions d'atténuation au niveau de vos pays, si nous n'avons pas d'experts qui sont capables de faire un suivi de tout ce qui se fait en matière d'adaptation, nous ne pourrons jamais produire nos rapports de transparence. Donc, c'est une série d'actions et de feuilles de route comme ça qui existent et Dieu merci que le E bénéficie d'un soutien politique conséquent de la commission de la CEAC pour pouvoir mener ce travail et aussi le soutien inconditionnel de l'initiative pour la transparence ICAT et de l'UNOPS qui sont résolus effectivement à accompagner l'Afrique centrale sur cette voie et nous espérons pouvoir faire quelque chose. En vous entendant parler, juste les États sont vos cibles. Nous avons, à la réunion du premier comité de pilotage, il y a certes des institutions sous-régionales. Le communiqué final est assez clair. La Comifac s'était prononcée parce qu'il voulait également être impliqué et suivre ce qui se fait et bénéficier également de l'action du centre. Le centre d'application et de prévisions climatologiques et également les organisations de la société civile. Effectivement, il y a le secteur privé qui est là également, qui sont intéressés à bénéficier des appuis du hub. Mais nous pensons que si nous pouvons commencer par les États, parce qu'au niveau des États, tous ces acteurs peuvent se retrouver si au niveau de l'État, le travail est correctement fait. Et ensuite, après le travail au niveau des États, nous monterons effectivement au niveau des organisations
sous-régionales, tous les réseaux qui existent, ils bénéficieront également des outils et des ressources, comment ils peuvent aller accompagner les États à mettre en œuvre les différents plans d'action qui ont été élaborés. Donc c'est bien sur la feuille de route, comme je disais, ça fait un plan d'action important et des choses à faire. Mais je dis que pour compléter tout ce que on est en train de faire, je suis très curieux de vous voir interroger les pays et les participants à ces formations pour que vous compreniez en réalité l'importance de l'action du hub. Parce que quand on vient dans un pays au départ, et puis vous dites, ah oui, le hub là, nous on connaît, nous on fait déjà ça, nous on fait ceci. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, on peut déjà mesurer justement cet impact? Ah oui, je pense. Je pense qu'on peut mesurer. Je vais vous donner un exemple simple. Nous sommes allés au Burundi, nous avons élaboré un plan d'action. Mais aux côtés de ce que nous avons fait, le Burundi avait d'autres financements. CIBIT, c'est une initiative qui est financée par le DIEF sur la transparence. Au Tchad, il y avait Promesse climatique. Mais à la suite de la formation, les gars ont demandé à réviser les objectifs de ces projets pour intégrer l'atteinte des objectifs, des gaps qui sont identifiés dans le plan d'action. C'est de l'impact. C'est de l'impact. Au Tchad, nous avons fait élaborer ce plan d'action. À la fin, le gouvernement a pris tous les projets qui opèrent en matière de transparence de l'action climatique. Toutes les actions ont été reversées dans ce plan d'action global. Je pense que je ne chercherai pas plus en termes d'impact au stade actuel. Merci, Monsieur Gervais Itouah Mazou. Je rappelle, vous étiez face à Raoul et que vous êtes le coordonnateur du Hub régional pour l'action climatique en Afrique centrale, qui était un instrument de la commission de la CEAC. Et avant de conclure, qu'il me plaise de vous féliciter en votre qualité de nouveau membre du bureau du GIEC lors de la 59e session qui vient de se terminer. Et je pense que nous aurons le plaisir de revenir dans une prochaine émission pour parler des activités du GIEC ainsi que du rôle que vous occupez et les bénéfices pour les États de l'Afrique centrale. Merci. Merci bien.